C'est en raison de la longue enquête que j'ai faite avec Roger Poldroy sur les mutations scientifiques et technologiques, et notamment la révolution numérique, que j'ai eu envie de m'intéresser à cet exemple tout à fait singulier qu'est votre profession si solide, si ancienne, à qui il est imposé une transition, une mutation, une redéfinition importante d'identité. Alors, je ne sais pas si on va vivre 100 ans chacun ou si on va avoir très bientôt un cerveau artificiel. En réalité, j'en doute. Mais ce dont on peut être sûr, c'est que la révolution numérique transforme, vous le savez dorénavant, dès aujourd'hui totalement le monde du travail, les formes du travail, et cela de façon irréversible. Alors, cette évolution, certains d'entre vous la redoutent, d'autres la questionnent, mais en tout cas, aucun d'entre vous ne peut s'exonérer de cette réflexion parce que votre activité est mise en jeu essentiellement, comme le sont d'ailleurs la plupart des activités d'ordre tertiaire. Ce changement, évidemment, vous le vivez déjà pleinement dans l'obligation d'adapter vos outils, mais il m'apparaît que votre profession a aussi encore à trouver, disons, les marques, les traits de sa physionomie nouvelle. Alors, tout de suite, quelques questions. Dans vos structures, chahutées, interpellées, confrontées à la digitalisation, comment imaginer assurer une conscience de groupe de la profession? Comment assurer sa cohésion? Comment affirmer et affermir une identité en pleine mutation? Comment faire de cette mutation un outil offensif et non pas quelque chose que l'on subit? Comment faire surtout sans clarifier, sans réactualiser, sans éventuellement renforcer vos principes, vos valeurs? Surtout, comment penser y parvenir sans en avoir déjà conscience pour soi-même dans un premier temps, et surtout, et plus encore, sans le faire savoir aux autres, à l'extérieur, à ceux qui ne connaissent pas forcément toujours votre profession et sa problématique en mouvement. Ces principes, de toute façon, chacun de vous les met en œuvre déjà au quotidien, au cas par cas, sur le tas. Je me suis promenée sur nombre de vos sites. Et en fait, tous les mots concernant vos missions, vos valeurs sont là, déjà tout près. Mais il me semble qu'il leur manque encore quelque chose d'important. Il leur manque une force symbolique. Alors, ce que je souhaite vous suggérer ici, c'est éventuellement de repenser et de revisiter tous vos principes, d'imaginer le rassemblement de vos valeurs, de penser à la nouvelle hiérarchisation que cette mutation va entraîner dans l'échelle de vos valeurs. De faire aussi, et surtout, c'est peut-être ça le plus difficile, le tri entre l'obsolète, ce sur quoi il va falloir renoncer à s'arc-bouter, et aussi ce sur quoi il ne faut pas renoncer, ce sur quoi il faut se battre, ce sur quoi il ne faut pas abdiquer. Mais ce qui compte pour moi, à mon avis, c'est qu'il faudrait le faire de façon formalisée, la forme, de façon formalisée, dans un document, dans une charte. Voilà, le mot est lancé. Ce que je vous propose, c'est d'imaginer une charte qui affirmerait de façon absolument offensive, officialisée, communicante, vos valeurs. Une charte qui posséderait justement cette charge, cette force symbolique, gravée dans le marbre, exposée, publiquement disponible, pour marquer ce moment de renouvellement de mission qui serait d'une certaine façon, à travers cette charte, endossée et contrôlée par vous. En fait, ce que je vous propose, c'est de faire ce que vous faites déjà, mais de le faire savoir, ce que vous faites un peu moins. Alors, je vous précise tout de suite, ça n'est pas une opération cosmétique dont il s'agit, ni non pas seulement une opération de relations publiques, bien que pourquoi pas. Mais pour moi, la charte, c'est une forme. Et la forme, ça a un pouvoir. Le pouvoir de la forme, c'est au fond de rendre visible. C'est de rendre visibles vos valeurs qui sont pour l'instant à l'état latent,
alors que la charte peut les donner à voir. La charte, ça sert à faire signe, ça sert à faire trace. Ce sont quelques mots-clés qui font image pour les autres et qui font mémoire, qui vous font exister à travers vos valeurs. Alors, je précise tout de suite, parce qu'on m'en a fait la remarque, une charte, ça n'est pas un code de déontologie. Je sais très bien que vous en avez un, j'ai lu les 169 articles de votre code, rébarbatif à souhait, nécessaire évidemment, mais bien sûr, le code évoque vos valeurs, mais il le fait sur le versant seulement disciplinaire. Quand on rencontre des gens, on ne sort pas son code de déontologie, on dit qui on est, en quelques mots, mais à travers les valeurs qui engagent. Donc, l'objet d'une charte, pour moi, ce serait d'être comme une sorte de carte d'identité de groupe qui déclinerait les nouveaux paramètres d'identité de la profession. Parce que si vos activités d'expertise comptable au sens strict vont devoir se tourner un peu plus vers une activité de conseil, alors il faut que ces valeurs s'ouvrent à l'espace, beaucoup plus à l'espace extérieur. La charte, c'est une façon de marquer l'entrée dans un univers qui serait un peu redessiné, qui ferait que vous seriez, non pas qu'il faille ne pas l'être, dans un entre-soi de technicité, mais qui ouvrirait de façon plus généraliste. Alors, une charte qui s'adresse à qui? Évidemment à vous, à chacun d'entre vous, à vous tous, comme une sorte de guide d'accompagnement de cette évolution inéluctable qu'il serait intéressant de transformer en d'événements souhaitables. Elle s'adresse aux autres, à vos clients évidemment, mais pas seulement. Elle s'adresse à tous ceux avec qui vous allez dorénavant être beaucoup plus en concurrence frontale. Banquiers, avocats, gestionnaires de tous ordres, conseillers. Au fond, la charte, c'est une façon de dessiner l'espace des batailles à venir, parce qu'il y aura évidemment bataille. La charte, elle s'adresse aussi au pouvoir public, pour lesquels vous avez un rôle de boussole tout à fait incontournable, puisque vous êtes les seuls à pouvoir, de cette façon-là, comme vous le faites, faire remonter les problématiques, la réalité concrète auprès de pouvoirs publics, souvent lointains, désincarnés, sans contact. Alors, cette charte, elle affirmerait quoi ? Évidemment, ce n'est pas à moi de le dire, mais bien à vous, de façon commune, à vous, au fond, de faire remonter auprès de ceux qui seraient chargés de sa rédaction vos éprouvés, vos vécus quotidiens, parce que la charte, c'est un document théorique, mais cette charte doit être irriguée par vos expériences quotidiennes. Car je crois, et au fond, c'est peut-être la chose la plus importante que je souhaite dire ici, c'est je crois que peut-être vous n'avez pas encore assez conscience, et a fortiori les autres, à quel point, même si votre métier est interpellé, questionné par la révolution numérique, à quel point vos valeurs vont, en tout cas peuvent des richesses, des atouts, peuvent avoir une valeur ajoutée. Parce que dans le monde où nous allons vivre, le monde de la transparence obligatoire, celui de la fin du secret, de la fin de l'intimité, dans ce monde que l'historien François Hartog qualifie de présentiste, l'immédiateté, le présent, le court terme, alors vos valeurs peuvent faire contrepoids. Alors, je crois que j'ai plus beaucoup de temps, mais je vais quand même prendre quelques exemples. Premièrement, évidemment, votre indépendance, gagée par votre prise de serment initiale, incontestable, incontestée, dont aucun autre acteur dans vos sphères ne peut se prévaloir de la même façon. Indépendance, moralité, qui vous rendent incontournables en matière de confiance. Alors il faut que cela soit rappelé et valorisé par votre charte. Autre exemple, votre compétence hautement technicienne dans l'appréhension des données de vos clients et aussi forcément par ricochet dans votre qualification particulière dans l'interprétation de ces données. Ce qui vous donne au fond toujours un temps d'avance sur les autres, pour tous ceux qui jouent sur les mêmes plates-bandes que vous. Et cette compétence entraîne aussi une possibilité de plus grande capacité d'anticipation. Parce que je crois réellement que dans le monde qui vient, l'anticipation devrait passer parmi les premières de vos valeurs. Parce qu'au fond, dans ce monde complexifié, tout le monde joue à l'anticipation. Tout le monde a besoin de la prévision pour se repérer, pour éviter les échecs, les erreurs, mais peu
ont les moyens réels de ce jeu. Vous les avez, gardez-les, faites-en une force et faites-le savoir. Évidemment, ça implique encore une créativité qui va devenir aussi une nouvelle de vos valeurs, parce que dans le monde qui vient, il ne s'agira plus de maîtriser parfaitement des tâches qui se répètent. La créativité va devenir le gage de votre pérennité. Bon, je pourrais aussi parler de la proximité, de votre capacité d'écoute, le lien personnel que vous avez avec vos clients. Cette valeur-là va être un peu questionnée par les conseils en ligne. Il va falloir trouver des nouvelles formes de liens, peut-être dématérialisés. Je ne parle pas du secret, de la confidentialité. Ce que je veux dire pour finir, c'est qu'une charte, si vous reteniez cette idée, pourrait être en fond comme l'acte inaugural d'une nouvelle séquence dans la longue histoire de votre profession, mais une séquence qui serait endossée par vous.